De l'actualité, Madame, Monsieur, ce soir, nous parlons de la politique agricole en République démocratique du Congo et à ce sujet, nous recevons le président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo, Monsieur Isaac Usimo. Avec lui, nous allons donc parler de la politique agricole en RDC, des agronomes, voilà, tous ceux qui entourent ce secteur en République démocratique du Congo. Monsieur Isaac Usimo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo. Comme vous le dites, madame. Alors, des agronomes, est-ce qu'il existe encore en République démocratique du Congo, soit des universités, des écoles de l'agronomie? Oui, effectivement, comme vous le dites, hein, comme il existe une association des ingénieurs agronomes du Congo, c'est qu'il existe des centres de formation de cette filière. Mais il n'y en a plus assez au Congo. Non, il y en a. D'ailleurs, le nombre surtout au niveau des universités, le nombre a sensiblement augmenté. Ah bon? Puisqu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule faculté. Au début, lorsqu'on a créé l'université Lovanium, il y avait la faculté des sciences agronomiques à Lovanium à cette époque. Je pense à l'ouverture, il y avait 4 étudiants, 2 ou 4 étudiants. D'ailleurs, le premier ingénieur agronome, P.A. Sona, c'est notre ancêtre, Papa Libu, qui est décédé. Il était le premier ingénieur agronome du Congo. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il peut y avoir minimum 10 facultés de sciences agronomiques. Et vous savez, ça c'est au niveau universitaire. Hein. Notre filière est organisée dans les sciences agronomiques est organisée, je peux dire, à 3 niveaux. Les niveaux universitaires, dont nous tenons les titres d'ingénieur agronome qu'on appelle A0. Et puis il y a les niveaux de l'enseignement supérieur, les instituts supérieurs des sciences agronomiques où il y a des ingénieurs techniciens qu'on appelle A1, et puis les diplômés d'État, les instituts techniques agricoles qui livrent des diplômés de niveau A2, et puis en bas, les centres professionnels ici, c'est les cycles courts, ils ont le diplôme A3. Je voyais une école du côté des Mumbele, agricole, qu'on appelait comme ça. Oui, évidemment. L'Institut technique agricole de Mumbele, je pense, c'était, au niveau de la ville de Kinshasa, c'était le premier institut technique agricole. Dommage. Le manque d'intérêt, si on peut dire, d'attention dans le secteur a fait qu'à un moment, l'école avait vraiment, que dirais-je, il avait perdu ses bâtiments, ses infrastructures, ça s'est dégradé. Mais heureusement, ces derniers temps, on a vu qu'on est en train de réhabiliter. Dans les instituts techniques agricoles à travers le pays, je ne pense pas que ça peut dépasser 15. Les instituts techniques agricoles, c'est à compter au bout des doigts. Au bout des doigts. Voilà. Pourquoi? Et on a comme l'impression que les enfants ne sont pas de moins en moins orientés vers cette filière. Oui, évidemment. Hein, c'est la conséquence de la politique. Hein. Le secteur agricole, on peut l'analyser, quand vous venez de nous poser cette question, à plusieurs niveaux. Du niveau, ce que nous pouvons faire, nous venons de faire là, c'est une analyse sommaire, hein, du niveau structuration des titres. Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il y a la société et puis le gouvernement. On donne peu d'importance à ces secteurs, ce qui fait que il n'y a pas d'intérêt auprès des jeunes actuellement pour voir quelqu'un puisse faire la filière des techniques agricoles. C'est pas possible. C'est-à-dire l'important. Vous ne valorisez pas la valorisation. Non, nous qui faisons ces études, rien que par notre comportement, notre expertise, notre compétence, on la valorise. Mais c'est l'État, c'est toute une politique. Pour valoriser un secteur, il faut donner aussi de l'importance. Et l'importance, on peut faire le miroir à travers, par exemple, le budget d'une nation. Si on voit l'argent que l'État met à la disposition du secteur agricole, on trouve déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Puisque vous savez, c'est parmi les besoins élémentaires de tout individu, c'est-à-dire à manger. Chaque jour qu'on s'élève, on doit manger. Et les secteurs qui produisent la nourriture, c'est le secteur agricole. Donc, lorsqu'on donne peu d'intérêt dans ces secteurs, c'est à travers le budget, on sait voir l'intérêt,
et puis l'importance dans la société. C'est que nous décrions toujours. Il y a un langage communément à Lingala, comme on dit, Boutikaba, Batouana, Bakene Osala, Moussala Bilan. Et pour preuve, lorsqu'on prend les délinquants, je ne suis pas contre les services nationaux, mais lorsqu'on prend les délinquants, c'est-à-dire les bons à rien, entre parenthèses, on les envoie dans les secteurs agricoles. Tout c'est passé, c'est facile, parce que là, il n'y a pas... Non, c'est-à-dire... Arrêtée, non, ça c'est ainsi que j'ai dit. Quelle importance la société donne à ces secteurs. Si on dit que dans un raté, quelque chose, on dit non, beaucoup nous savent. Donc c'est-à-dire l'État ne donne pas d'importance à ces secteurs. Conséquence, les budgets qu'on alloue là-bas, c'est combien? Et actuellement, je l'ai dit, j'ai dit le secteur agricole, c'est le milieu caractéristique du secteur agricole, c'est le monde rural. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'époque belge, à l'époque de la colonisation, même après la colonisation, lorsqu'on arrive dans un village, on reconnaissait les personnes influentes du secteur. Il y avait des prêtres, il y avait les médecins, il y avait les agronomes. C'est-à-dire c'était, bon, effectivement, l'administrateur du territoire. C'était ces catégories-là de gens qui avaient de l'importance. Mais maintenant, elle est à l'intérieur. Donc, cette négligence du secteur s'est traduit aussi à un désintéressement social au secteur. C'est ainsi que, comme vous avez constaté, les infrastructures scolaires du secteur agricole, on ne prêtait pas attention. Et qui est cet enfant qui peut apprendre un métier où il sait déjà que les gens sont mal rémunérés? Ça dit tout. Alors là, vous suggérez la politique agricole en République démocratique du Congo. Oui. La politique agricole, depuis des décennies, hein, c'est pas aujourd'hui, ça reste souvent au niveau des slogans. On donne une pensée, le gouvernement lance une pensée concernant les secteurs, mais concrètement, est-ce que ce que le leadership, le gouvernement veut faire, est-ce que c'est traduit en actes? C'est ainsi que vous verrez, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu une politique agricole. En théorie, en principe, dans des documents, c'est bien écrit, mais dans la mise en œuvre, ça ne répond pas. Conséquence, les gens ne mangent pas à leur faim. Vraiment. Les enfants sont dans la rue. Alors, qu'est-ce que vous aurez recommandé au gouvernement, aux autorités par rapport à ce secteur? Oui, il y a beaucoup de recommandations, mais nous pensons que le grand problème, c'est l'homme à qui on confie la responsabilité du secteur. Donc nous appelons ça le leadership de la gouvernance agricole. Donc il faut qu'on mette la personne qui comprend, c'est comme actuellement, il y a la vision, la revanche du sol sur le sous-sol. Ça dit beaucoup. Hein. Là, nous félicitons les chefs de l'État pour le choix des mots. Ça traduit quelque chose de profond. Et maintenant, dans la mise en œuvre de cette politique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprend cette vision et qui a la compétence pour traduire ça en réalité. C'est-à-dire, on voit qu'on doit puiser quelqu'un de chez vous, là, dans votre... Oui, je pense que non. Ça n'a rien à faire. Hein. Je dis, il n'y a que les ingénieurs, si je peux dire, il n'y a que l'ingénieur agronome qui peut répondre à ces défis. Personne d'autre. Et je mets tout le monde à défi. Il n'y a qu'un ingénieur agronome, bien qui a beaucoup d'experts, qui a la compétence, qui peut traduire cette vision du chef de l'État en acte. Voilà, les recommandations, vous étiez en train de... Oui, la première chose, c'est leadership. C'est-à-dire, je donne un exemple, cette émission telle qu'elle s'est réalisée. Parce que, à chaque niveau, pour la réalisation, pour la production de cette émission, on a pris une compétence avérée. Il faut à la place d'un caméraman qui est réellement un caméraman. Et comme les images là que je suis en train de voir, ce sont nos amis au plateau de Bateke où nous avons lancé un champ de 10 hectares, 5 hectares de c'est soja. votre travail quotidien. Ouais. Voilà. Alors, je dis, pour la réalisation de cette émission, il y a un caméraman, je ne sais pas moi, il y a les régisseurs, donc tout est mis en œuvre. Il y a des micros, il y a tout. C'est-à-dire, lorsque l'émission commence, les spectateurs est tenté de nous recevoir 5 sur 5. C'est parce que,
à travers la réalisation de l'émission, à chaque niveau d'exécution, on a mis des gens qui ont cette compétence. Et les fruits sont là, les gens sont en train de nous suivre. De la même manière, dans le secteur agricole, la personne qui a l'habilité d'organiser ces secteurs, du point de vue technique, du point de vue politique, c'est un ingénieur agronome. Parce que cette profession que nous avons faite, ça répond aux défis. Tels que nous avons été formés, c'est pour répondre aux défis du secteur réel. Et vous savez que lorsqu'on parle de l'agriculture, dans son sens là, ces secteurs productifs-là, nous comprenons, que je peux dire en gros, la production animale et la production végétale. Et cela commence, comme nous disons, de la fourche à la fourchette. Donc l'ingénieur agronome a la compétence, a des capacités d'intervenir depuis qu'on plante une graine dans le sol jusqu'à ce que ça serait consommé ça va arriver sur la table d'un consommateur. Dans cette ligne-là, dans ces maillons-là, à chaque niveau, l'agronome a quelque chose à faire et une attribution bien précise. Est-ce que vous avez déjà présenté aux autorités ce que vous avez comme connaissance pour ce secteur? Oui, nous disons, il ne faut pas voir nous comme association, bien nous personnes. Dans le ministère de l'Agriculture, dans chaque programme, dans ce qu'on fait, les ingénieurs agronomes sont impliqués. Donc, ils produisent des documents qu'il faut. Mais les résultats? Les résultats, c'est ce que nous disons. Il faut, donc, dans la mise en œuvre maintenant, je peux dire, qu'est-ce qu'il faut puisqu'on citait. C'est comme, j'ai dit pour la présentation de cette émission, je rentre ça pour illustrer les réalisateurs. Je ne suis pas spécialiste du média. Revenez dans l'agriculture. Dans l'agriculture, ok. Nous savons que ces pays, nous avons des défis. Nous importons le maïs, nous importons les riz, nous importons la viande. Donc nous connaissons les gaps, c'est qui nous manque. C'est-à-dire un ingénieur agronome, lorsqu'il vient, il dit non. Pour remplir ces vides, l'importation là, par exemple je dis le blé ou bien le maïs, nous produisons X tonnes, ou bien disons 1000 tonnes. Et la consommation, c'est 2000 tonnes. Ce que nous importons, c'est 1000 tonnes en plus. Alors l'ingénieur agronome, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans 5 ans, comment on peut faire pour qu'après 5 ans, nous ne puissions plus importer les maïs? Nous disons, chaque année, nous allons produire autant, et nous produisons, comme certains disent, un état de besoin, on fait un état de lieu. Nous aurons besoin de telle quantité d'engrais, de telle quantité de semences, de telle quantité, là où il faut des tracteurs, voilà tout ce que nous voulons. Mais maintenant, c'est à l'État de mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture ces moyens. Et c'est ainsi qu'à ce niveau même, ça ne suffit pas. Mais quelle est la personne qui aura l'habilité de gérer ces moyens? Donc il faut que la personne qui soit là sache qu'il y a la saison A, il y a la saison B, la campagne agricole. Donc nous devons faire de telle sorte qu'avant septembre, dans les zones de production, les routes des dessertes agricoles soient déjà prêtes, les intrants agricoles soient auprès des paysans, et la personne qui accompagne les paysans dans sa production soit là et bien motivée. Et c'est possible de produire localement ici et toutes les conditions sont réunies pour éviter l'importation? Oui, évidemment, notre pays, comme on dit dans l'hymne national du Congo contient un message profond. On dit don béni. Un don de Dieu, ce pays. Donc ce pays contient tout ce qu'il faut qu'il puisse produire, tout ce qu'il consomme. Mais pourquoi on ne produit pas? Pourquoi c'est ainsi parce qu'on ne met pas l'ingénieur agronome à sa place. Ok, donc on doit changer d'abord le leadership. On doit changer le leadership. Mettre la personne qu'il faut. Et nous disons, la personne qu'il faut, c'est l'ingénieur agronome. Parce que nous avons la clé de la connaissance du secteur. C'est-à-dire, nous plantons pas seulement, nous transformons et puis nous distribuons. Donc nous sommes dans la commercialisation. La quantité aussi, ça pose problème. Oui, c'est ainsi que nous avons dit. Nous félicitons déjà nos mamans, tous les paysans, puisqu'ils font un effort de produire. Mais ce qui est grave encore, le peu là que les paysans produisent, nous ne sommes pas capables de les acheminer des champs vers les centres-villes. Pourquoi? Donc vous comprenez, les voies des dessertes agricoles. Donc je dis, on met l'homme à la place qu'il faut,
on met des moyens et on exécute ce qui a été décidé tel que c'est prévu. Alors quand vous parlez de voies des desserts agricoles, c'est que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que vous puissiez produire localement en termes de qualité, en termes de quantité. Non, les voies des desserts, on les aménage, hein. Mais l'essentiel qui est là, je peux vous donner un exemple. Boukangalonze, on peut tout dire, il y a une gestion, il y a bon, mais c'est 89 000 hectares. À Boukangalonze, il y a du courant. À Boukangalonze, il y a des entrepôts. À Boukangalonze, il y a pratiquement tout. Hein. Moi, j'ai visité les sites. Mais vous vous rendez compte, on condamne la personne qui a mis ça en œuvre. Oui, la justice doit faire son travail. Mais pendant tous ces temps, qu'est-ce que nous faisons de ces infrastructures? Puisque ce sont des infrastructures modernes. À Boukangalonze, il y a une piste d'atterrissage. À Boukangalonze, il y a des avions qui peuvent pulvériser les pesticides. À Boukangalonze, il y a des tracteurs. À Boukangalonze, il y a des silos, donc des sites où on peut emmagasiner, stocker les céréales. Mais qu'est-ce qui nous manque? Les hommes capables de traduire les actions du chef de l'État en actes réels. Puisque le problème, lorsqu'on va traduire ça en actes réels, ça ne sera pas à démontrer, puisque vous verrez qu'il y aura surabondance sur du marché de produits. Mais surabondance, oui, mais aujourd'hui le constat est que les produits qu'on importe coûtent moins cher que ce qui est produit localement. Le poulet frigo, chambre froide, c'est moins cher. Mais quand vous voulez acheter un poulet vivant qui vient du village, ça coûte 3 fois même plus cher que ce poulet. Écoutez, là, le problème peut être à plusieurs niveaux. Je vous informe déjà que à l'Occident, les agriculteurs sont subventionnés. Problème des subventions, ouais. En Occident, les agriculteurs sont subventionnés. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Mais mettons ça un peu de côté. Je donne un exemple. Quelqu'un a produit des ananas qui proviennent du Bas-Congo. Arrivé au péage, on voit bien que ce véhicule contient des denrées périssables. Mais vous les maintenez au fond de la ligne des véhicules pour qu'il puisse, s'il est en 30e position, il doit attendre. Non, ailleurs, ce n'est pas ça. Dès qu'on voit des producteurs, des denrées agricoles, ils sont prioritaires. La première chose, ils sont prioritaires et ils ne payent pas des taxes. C'est-à-dire, c'est une façon de subventionner. Prioritaire, ils ne payent pas les taxes. Puisque si vous les gardez là-bas, 48 heures avec les ananas, avec tout, vous savez ce qui va se passer? Ça va s'abîmer. Est-ce que prochainement, il va encore cultiver? Non, il y a certaines choses. Oui, en Europe, il y a des subventions. Nous aussi, il y a moyen de subventionner. C'est possible. C'est possible de les faire avec des petites décisions. Les tracasseries administratives sur le voie des desserts agricoles. Ça, ce n'est pas la Banque mondiale. Ça, ce n'est pas un financement, c'est un bon leadership. Donc, moi, je dis que c'est possible, mais avec des hommes qui ont la compétence. Et parmi les critères de la compétence aussi, l'intégrité. Donc, il faut qu'il y ait des hommes intègres qui savent ce qu'il faut faire, comment le faire et quand le faire. Et avec ça, nous sommes capables de répondre aux défis. Le Congo n'a pas besoin. Je vous dis, vous savez, vous connaissez la fraise. La fraise, le fruit là. Si vous demandez du commun des Congolais, même des gens qui en consomment, ils disent on peut l'importer. Mais nous pouvons produire la fraise ici. Localement, on peut le produire. Et il y a certaines personnes qui le font. Donc pour vous dire que ce pays, comme on dit, don béni, ce pays, c'est béni par l'Éternel. Mais cette bénédiction, c'est nous qui devons les transformer en actes, puisque Dieu a déjà fait sa part. Ça reste la part des hommes. Mais non, c'est la part des hommes. Et des hommes capables, et des hommes qu'il faut. Ce n'est pas tout le monde qui est en mesure. Et nous les disons à haute voix. Et lorsque nous les demandons, parce que nous nous sentons capables de les résoudre. Puisque ce malheureux, le chef de l'État est en train de passer du temps avec une bonne vision. Mais qui va la mettre en œuvre? Quelle est cette personne qui va dire que non, donnez-moi les ministères de l'Agriculture, en 5 ans vous verrez ça, c'est possible. Un malade, lorsqu'on l'emmène dans l'hôpital, un médecin qui a établi une ordonnance, s'il sait que c'est telle chose, il peut vous dire que non, dans 48 heures, cette personne va s'élever. C'est possible.
Dans l'agriculture aussi, la même chose. Donc nous pouvons, avec un plan bien, nous pouvons dire qu'après 5 ans, il y a des données, madame. Il y a des données à l'augmentation de 10% de la productivité agricole. Ça, ce sont des données statistiques prouvées. Nous pouvons réduire la pauvreté de 7%. Donc, chaque fois que notre production agricole est augmentée de 10%, nous réduisons la pauvreté de 7%. Et si nous prenons ça comme un paramètre de départ, si chaque année nous disons, nous allons augmenter notre production de 10%, après 5 ans, on va réduire la pauvreté de 35%. Et dans 10 ans, on va réduire la pauvreté de combien de pourcents? 70%. En 15 ans, plus question de la pauvreté. Puisqu'il n'y a aucun secteur créateur d'emplois comme le secteur agricole. Même pas les secteurs de mines. Non, mais pourquoi s'il vous plaît, madame, on a creusé combien de milliers de tonnes de terre? Et ça fait combien d'années? Est-ce qu'on a vaincu la faim? Nous exportons par tous les minéraux stratégiques. Maintenant, on nous parle de coltan. Il y a un moment, on ne connaissait pas ces minéraux. Est-ce que la faim a été éradiquée dans ce pays? Est-ce qu'il y a eu création d'emplois? Donc, il n'y a aucun secteur qui peut créer d'emplois comme le secteur agricole. Il faut plus d'attention. Mais les minéraux là, ça nous entraîne plus de malheur que du bonheur, non, madame? La guerre de l'Est, c'est à cause de quoi? Donc nous pouvons dire, changeons un peu de paradigme. Comment nous pouvons faire pour que notre production agricole puisse monter et réduire la production, les exportations des minéraux? C'est possible. Si vous rentrez peut-être dans les prochaines émissions, on va amener des statistiques. Un moment dans ces pays, c'était possible. On avait exporté plus les minéraux, les produits agricoles que les minéraux. Or, maintenant, nous avons des défis. Les défis de sécurité alimentaire. Donc, nous devons être... C'est ainsi qu'il faut même changer s'il vous plaît, madame, nous pouvons même changer la nomenclature de nos institutions. Pour le ministère de l'Agriculture, nous pouvons parler du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc nous devons être un État capable de se satisfaire de nos besoins alimentaires. Avec plus de volonté. Alors la guerre à l'Est, en Ukraine, a eu aussi de l'impact sur la production de blé, l'importation du blé. Alors, est-ce que la production locale peut combler ce déficit? Oui, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que nous essayons vraiment de développer ces derniers temps. Nous avons vu comment notre État est fragile pour assurer l'alimentation, plus précisément du pain. Nous avons vu tous les États africains, même, je pense qu'à cette époque, il a assumé la présidente de l'Union africaine. On a vu Macky Sall se déplacer à Moscou pour voir Poutine, pour négocier les blés. Ça n'honore pas tout un continent. Donc, pour vous dire que ce sont des choses où nous possédons des réponses. Les réponses, il y en a. Vous pouvez me demander comment faire. Actuellement, il y a 2 alternatives. La première alternative, nous félicitons le gouvernement pour les efforts qu'on fait là, c'est-à-dire la production de manioc panifiable. Donc, ça s'est fait déjà? Oui, ça se fait. On a fait des recherches ici localement. On prouve qu'il y a des types de variétés de manioc qui, lorsqu'on transforme ça en farine, peut nous produire de la farine qu'on peut associer avec la farine de blé pour produire le pain. On associe avec la farine. On associe. Mais ça, pas de façon isolée. Hein. Ouais, non. Pas isolée. En farine isolée, oui, il y a déjà des études qui sont en train de faire, c'est possible de produire du pain avec la farine de manioc. Ça, c'est possible. Mais les recherches sont en train de faire pour essayer d'atteindre une qualité aussi bonne que la qualité des farines de blé. Le goût, hein? Le goût, tout, avec tout ce qu'il faut. Là, les études sont en train de faire, mais il faut savoir que c'est possible. Si on met un peu plus de moyens chez les chercheurs, on met les moyens, on va atteindre ces objectifs. La deuxième chose,
on peut cultiver les blés dans notre pays, puisque ça a été déjà fait à l'époque. Donc, avec cette approche-là, donc d'une part, la farine de manioc panifiable, et d'autre part, la culture des blés pour les secteurs en ce qui concerne la production de pain, tout, nous pensons que lorsqu'on met tout en ordre, ce pays peut atteindre l'autosuffisance, l'indépendance du côté importation des blés, c'est possible. Et les habitudes alimentaires, on est habitué avec un pain, oui, avec la farine de blé, avec le manioc, est-ce que le goût... Oui, madame, comme vous dites, ce sont des habitudes, hein. On peut les transformer. Hein. On peut les transformer. Le Japon, avant la Deuxième Guerre mondiale, ne consommait pas le pain. Nous avons été là-bas à un stage de formation. Et ils ne consommaient pas le pain. C'est-à-dire, après la Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux, plus précisément les Américains, ont introduit le petit déjeuner, le pain, tout ça. Et ils ont acquis cette habitude. Donc nous pouvons... Il y a des aliments locaux au village, le matin. C'est pas tout le monde qui prend du pain. Il y a les maniocs, il y a les bananes plantées, il y a tout. Et puis les gens... Ce sont des habitudes. On peut en créer aussi. On peut changer les habitudes alimentaires avec nos produits locaux, c'est possible. Mais pour les blés, on peut les produire ici localement. C'est question de nous organiser. Je vous dirais que, je vous informe, jusqu'en 2000, il y avait une minoterie au Kivu, au Nord Kivu, qui produisait le blé. La farine de blé, en grande quantité, une partie pour la consommation locale, hein, et une partie était exportée chez nos voisins qui nous causent du problème. À Gisenyi, c'était exporté. Et actuellement, vers Lubero, dans les villages de Masereka, il y a des essais qui sont en train d'être faits avec 20 variétés de blé, avec les chercheurs de l'INERA et certaines ONG. Donc, c'est possible. Donc, le blé, on peut les cultiver dans la partie est orientale du pays, du nord au sud, à la partie sud-ouest, et puis un tout petit peu au centre. Ah, c'est pas partout, hein. Il y a des endroits, c'est pas partout, climat, il y a les climats, il y a les exigences pédologiques, hein, les caractéristiques du sol, et il y en a. Mais ce qui est vrai, nous pouvons cultiver les blés en quantité suffisante dans notre pays. Au Nigeria, ils ont déjà prévu pour cette campagne 2023-2024 réduire leurs importations à 40%. Le Sénégal fait de même. Tous les pays, ici nos voisins du Cameroun, ils sont dans la production. Donc je pense que madame... Nous ne sommes pas encore penchés là, sur la réduction des importations. Oui, puisque c'est une politique. Hein, c'est ainsi qu'on dit, bon, ce sont des défis. Mais il faut qu'il y ait des gens capables pour le faire. Hein. Puisque tout y est, c'est question de réfléchir. On réfléchit, on planifie, on organise. C'est possible, hein, madame. Alors l'importation et la production locale, qu'est-ce qui coûte plus cher? Bon, là, on va faire des calculs. Partout, il faut savoir que le secteur alimentaire, c'est un devoir de chaque État de nourrir sa population. Donc, pour nourrir la population, l'État n'a pas à lésiner sur les moyens. Donc, on doit mettre les moyens pour que les gens puissent manger très bien. C'est possible, on peut le faire. Je me dis, comment nous pouvons importer l'impiodi, le maïs? C'est pas normal. Nous avons beaucoup de cours d'eau. Donc, c'est question de s'organiser, de planifier, de mettre les moyens des hommes qu'il faut. On met tout en harmonie, tout sera produit localement ici. Dans la production locale, ça coûte moins que l'importation. Madame, dans toute la souveraineté, hein, c'est-à-dire consommer ce que vous produisez, c'est ce qui est idéal. Mais effectivement, il y a des calculs économiques. Hein. On fait la rentabilité, tout. Mais la première chose, c'est est-ce que c'est possible que nous puissions cultiver les blés ici? C'est possible. Alors, quelque chose que vous avez la possibilité de cultiver ici et d'être dépendant. Qu'est-ce qui est Pourquoi on le fait pas? Alors, mais j'ai dit c'est question des hommes. Des hommes. C'est question des hommes. Cette émission, on a mis des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, on a mis le moyen. Est-ce que l'émission n'est pas réalisée? Les gens nous suivent, non? Mais c'est de la même manière. Si nous voulons produire du blé, du maïs à suffisance dans ce pays, il y a des hommes qu'il faut, qui peuvent le faire. Mais il faut qu'on donne à ces hommes-là, les mettre dans des positions qu'il faut qu'ils puissent traduire tout ce que nous disons ici en acte. Voilà. Monsieur Isaac Isoumo, président de l'Association des ingénieurs
agronome du Congo. L'émission est finie. Peut-être un message pour conclure. Ok. Le message d'abord d'encouragement à tous nos confrères qui sont dans l'administration publique, qui sont dans les institutions de recherche universitaires, donc à tous les ingénieurs agronomes qui sont à travers le pays, nous disons, ne baissons pas les bras. Nous devons continuer à nous battre puisque c'est seule la lutte qui libère. Et aux autorités, nous les encourageons dans ce qu'ils font, surtout les chefs de l'État, mais il faut qu'ils puissent mettre des gens qu'il faut pour que cette vision puisse devenir concrète. C'est ça la seule chose. Et nous bénissons notre pays que nous aimons beaucoup. Voilà. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de magazine Au-delà de l'actualité. Ce soir, nous allons parler de la politique agricole en République démocratique du Congo. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.